Alors, Marjolaine, vous avez été élue depuis quelques semaines présidente d'Alliance HQE France Green Building Council. Vous êtes également députée, vous êtes vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Vous êtes membre du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, dont le président Christophe Carrèche va intervenir juste après. Vous êtes franco-hollandaise hollandaise, pardon. Au début de votre carrière, vous êtes professeur d'anglais, vous créez votre propre société de conseil où vous accompagnez des TPE et des PME dans leur développement, marketing et stratégique. Et vous êtes passionné par les initiatives locales et convaincu que l'énergie collective permet de déployer des solutions innovantes. Vous vous engagez dans la vie publique lors des élections régionales de 2016, vous devenez conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, puis députée de la 10e circonscription de l'Isère, sous les couleurs de la République en marche, depuis juin 2017. Vous êtes nommé co-chef de file du plan de rénovation des bâtiments aux côtés d'Alain Mogard en décembre 2017. En 2018, vous lancez avec quelques dizaines de parlementaires Accélérés, qui est un collectif transpartisan interne à l'Assemblée nationale qui vise à accélérer la transition écologique et solidaire, dont vous devenez coordinatrice en 2019. Vous êtes nommé rapporteur de la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables en 2019, ce qui vous vaut aussi d'être élue femme de l'année dans la catégorie territoire par le syndicat des énergies renouvelables en 2020. Vous êtes aussi rédactrice du texte de la commission DDAT pour la loi énergie-climat. Vous êtes actuellement rapporteur de la mission d'information sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et depuis 2019, vous faites partie d'un réseau d'ambassadeurs parlementaires de France Mobilité. En mars 2020, en partenariat avec Solia, vous créez le programme BBC Solidaire qui vise à permettre aux ménages les plus précaires de bénéficier d'un accompagnement à la fois humain et financier pour la rénovation énergétique de leur logement. Vous êtes nommé en novembre 2020 membre permanent du Conseil national pour la transition écologique. Vous êtes marraine du programme de mobilisation des copropriétés et la copro des possibles, mais aussi de la Share Hope, pour mobiliser les acteurs économiques et politiques pour innover dans la lutte contre la précarité énergétique. Votre intervention ce jour, dans laquelle vous abordez la question de la stratégie française pour atteindre la neutralité carbone dans les logements à horizon 2050, son articulation avec la vie et les attentes des Français, des innovations technologiques et financières, ainsi que politiques et organisationnelles. Cette présentation s'intitule « Vers l'acceptabilité sociale de la décarbonation des bâtiments en France ». Marjolaine, merci encore d'être ici parmi nous et je vous cède la parole. Merci beaucoup. C'est presque intimidant, une telle introduction. Il manque presque plus que la taille de mes chaussures et vous avez tout dit là. Merci beaucoup. Non, ça fait très sérieux tout ce que vous avez dit, mais je suis surtout très, très heureuse et très, très honorée d'être avec vous aujourd'hui et aux côtés de personnalités bien plus évidentes que moi pour une très belle semaine internationale de conférences. Je veux vraiment vous remercier et vous féliciter pour cette initiative parce que c'est vraiment très, très précieux toutes les informations que vous avez pu réunir, toutes les intelligences que vous avez pu réunir sur le sujet cette semaine. C'est très précieux et même si je ne les ai pas toutes vues, je ferai tout mon possible pour les rattraper très rapidement. Donc, effectivement, toute cette semaine, nous avons entendu des conférenciers remarquables venus de 17 pays différents exposer leurs stratégies scientifiques, techniques, financières pour aller vers des bâtiments et un parc immobilier totalement décarboné en 2050. Et pour être honnête, je ne crois pas que la parlementaire que je suis va pouvoir ajouter quoi que ce soit sur ces thèmes qui n'ait déjà été dit par ces experts et bien plus brillamment que je ne pourrais le faire. Vous l'avez dit, moi j'ai un bagage littéraire, linguistique, communicationnel peut-être. Je suis une simple citoyenne qui s'est engagée dans son territoire et qui est devenue parlementaire. Donc je suis un peu fascinée, je dois vous dire, d'avoir reçu mon invitation à participer à cette belle semaine. Et donc effectivement, si vous me le permettez, moi je vais plutôt vous parler plutôt que des aspects techniques, scientifiques ou financiers de la décarbonation en France, je voudrais vous parler ce matin des Français et de la manière dont ils réagissent aux stratégies de décarbonation qui leur sont présentées, en tant également que simples citoyennes. La France a toujours été parmi les pays les plus engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dès les premiers sommets de la Terre jusqu'aux plus récents accords de Paris, les différents gouvernements se sont succédés pour renforcer année après année les ambitions des politiques menées en faveur du climat. Mais en 2018, alors que se discutait l'augmentation de la taxe carbone, la France s'est soulevée, vous le savez, c'était la goutte d'essence qui avait enflammé les gilets jaunes.
Tout le monde se souvient de ces images de violence devant l'Arc de Triomphe et la brutalité de la rébellion. Cette théorie économique, efficace sur le papier, validée par les spécialistes comme le bon moyen pour amorcer un profond virage écologique, est aujourd'hui devenue le symbole de la déconnexion et de l'injustice. C'est même devenu, je dois vous le dire, une sorte d'anti-argument écologique. On en a beaucoup entendu parler pendant la loi climat-résilience que nous sommes encore en train de débattre. C'était nouvelle contrainte climatique, attention à ne pas nous rejouer la taxe carbone et à redéclencher la colère des Gilets jaunes. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, la crise des Gilets jaunes a été présentée comme la réaction du pays à un ras-le-bol des contraintes écologiques. Rapidement toutefois, Gilets jaunes et Marche pour le climat se sont alliés pour revendiquer ensemble une transition écologique socialement juste et soutenable pour tous. Au milieu de cette crise majeure, parmi tous les secteurs qui nécessitent de se décarboner, c'est celui des bâtiments qui s'est rapidement imposé comme étant celui qui réconciliait le mieux l'environnement et la justice sociale. Un Français sur 5 dit avoir froid chez lui en hiver, et tenter de chauffer un logement qui est une passoire thermique, c'est littéralement chauffer la planète. À cette occasion, la rénovation énergétique des bâtiments a pris une place dans le débat public qu'elle n'avait sans doute pas avant. La crise du Covid, qui nous a obligés à nous confiner dans nos logements, a renforcé encore cette priorité. L'enjeu sanitaire s'est imposé à son tour, soulignant une nouvelle fois les inégalités sociales. Cela n'a rien à voir d'être confiné dans une jolie maison moderne, spacieuse à la campagne, ou d'être entassé toute la journée dans un appartement trop petit et insalubre. À l'aune de la crise économique qui s'annonce, à nouveau, le sujet apparaît comme une solution. Source de prospérité économique diffuse dans tous les territoires, même les plus petits villages ont des artisans qui pourront travailler sur les sujets et des maisons à rénover. Si bien qu'on peut dire que quand on isole les bâtiments, quand on les rénove, on y gagne 5 fois pour le climat, pour le pouvoir d'achat des ménages, pour le confort et la santé des habitants, pour la vigueur de l'économie locale et, n'oublions pas, pour l'amélioration de notre balance commerciale énergétique, car notre production ne couvre pas toujours les pointes de consommation liées au chauffage. Vous avez déjà donc dû entendre ces chiffres 36 fois depuis le début de la semaine, mais le secteur des bâtiments en France, c'est un peu moins de la moitié de l'énergie finale consommée et environ un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour toutes ces raisons, la stratégie d'efficacité énergétique et de décarbonation de l'ensemble du parc bâti a été plus d'une fois au cœur des débats publics et parlementaires depuis le début de ce mandat. Le sujet a été 3 fois dans 3 lois différentes entre 2018 et 2021. Dès 2018, dans le cadre de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la loi Elan, le sujet de la décence énergétique des logements avait été mis en avant par les parlementaires. Mais il aura fallu attendre la crise des Gilets jaunes pour que l'idée fasse consensus et puisse s'imposer dans la loi suivante, qui était la loi énergie-climat de 2019. Pendant cette loi de 2019, l'idée de l'interdiction de mise en location des passoires thermiques avait été évoquée. Et en fait, ça n'est qu'il y a quelques jours seulement, au cours de la 3e loi, celle qui s'appelle Climat et résilience, que nous étudions encore en ce moment, comme je vous le disais, et que c'est là où on a pu réunir à nouveau un consensus politique autour de cette question de l'interdiction de mise en location des passoires thermiques. Lors de cette loi, on s'est posé la question de l'interdiction des passoires thermiques tout court. Eh bien, on peut à peu près jurer que dans les prochaines années, nous aurons de nouvelles lois, de nouveaux sujets et que le sujet progressera encore. La progression de la compréhension de l'enjeu de la transition écologique et énergétique du parc des logements ne s'est pas faite toute seule. Alors, je l'ai dit, ça a été largement aidé par 2 crises majeures, l'une sociale, l'autre sanitaire, mais ce ne sont pas les seuls 2 facteurs. En effet, le président de la République française, en réponse à la crise des Gilets jaunes, a d'abord lancé dès fin 2018 un large débat public, dit grand débat national. C'était 2 mois après le début de la crise des Gilets jaunes qui paralysait le pays. Les Français ont été invités à faire remonter leurs souhaits autour de 4 thèmes: transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté et organisation de l'État et des services publics. Les débats se sont poursuivis jusqu'au mois de mars 2019 et le 30 avril 2019, le gouvernement proposait la loi énergie-climat comme première réponse. Mais les citoyens, comme vous le savez, ne se sont pas démobilisés pour autant. Aussi, en octobre 2019, le président Macron a lancé une seconde initiative totalement inédite, 150 simples citoyens tirés au sort parmi la population française, qui sont invités à prendre part à une convention citoyenne pour le climat, ensemble avec l'aide d'experts,
Il devait réfléchir à définir des mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Alors, ce que cette convention nous a appris, c'est que tout citoyen plongé dans un bain d'informations scientifiques et techniques sur les enjeux environnementaux pendant 9 mois devient non seulement un expert, mais militant de la cause écologique. La crise des Gilets jaunes nous a forcés à innover dans la manière dont les citoyens sont associés au débat. De la même manière qu'il avait fait confiance à de simples citoyens tels que moi pour devenir parlementaire, le président Macron a fait confiance à de simples citoyens pour devenir des experts climatiques et pour les engager dans le sujet. C'est une approche assez renversante de démocratisation des sujets, il faut le reconnaître, puisque jusqu'à présent, les sujets de transition énergétique étaient traités par des experts, plutôt en petits comités et plutôt à l'insu des citoyens. Un exemple de taille, la programmation pluriannuelle de l'énergie, stratégie française en la matière, n'est pas formellement soumise à l'approbation du Parlement. La loi énergie-climat de 2019 y remédie et prévoit maintenant que les grandes orientations soient à partir de 2023 fixées par la loi pour chaque nouvelle période quinquennale, mais disons-le, ce qui est considéré comme une nette avancée démocratique par les parlementaires inquiète un petit peu les experts du sujet. Ils se disent l'énergie, le carbone sont des sujets très sérieux et on n'est pas complètement sûr que ce soit des sujets qui soient totalement en confiance entre les mains des citoyens et de leurs représentants. On s'en rend bien compte. Au contraire, moi je pense que l'adhésion des citoyens est une condition sine qua non de la mise en œuvre des politiques de transition énergétique. En France, c'est vrai, le sujet de la décarbonation des bâtiments se pose d'une manière un peu différente peut-être d'ailleurs. En France, l'énergie, vous le savez, est très peu carbonée grâce à nos centrales nucléaires. Et l'option de décarbonation du parc bâti pourrait potentiellement passer par une électrification massive des modes de chauffage et de rafraîchissement et par une politique plus modérée d'efficacité énergétique des bâtiments. C'est une proposition qui a été faite par un certain nombre d'experts et qui, sans aucun doute, fera l'objet de réflexions pour l'élaboration des prochaines stratégies énergétiques françaises. Pourquoi ne pas transférer tout ou partie des sommes qu'il faudrait investir dans l'efficacité énergétique des bâtiments, quelques 20 milliards par an, nous disent les experts, dans la mise en œuvre d'un parc nucléaire plus robuste, par exemple? On comprend bien qu'une telle proposition émerge d'une vision assez centralisée des budgets et des politiques de l'État. En effet, dans un cas, on nourrit une industrie énergétique bien maîtrisée, plutôt centralisée dans sa gouvernance et dans sa répartition de valeur. Dans l'autre, on nourrit un écosystème qui semble plus bouillonnant, plus complexe, composé d'acteurs industriels et de petits installateurs, des fois des entreprises d'une seule personne, beaucoup plus territorialisées, très décentralisées dans leur gouvernance, et on va le dire, c'est un petit peu le bazar. Donc certes, avec une logique centralisatrice de décarbonation de tous les usages énergétiques par l'énergie et probablement par la logique nucléaire, plutôt que de sobriété décentralisée passant par le traitement de tous les bâtiments en France, on garantirait peut-être mieux l'atteinte des objectifs de réduction du CO2 à 2050, parce qu'on aurait un sentiment de meilleure maîtrise. Mais on asservirait aussi plus durablement la France et les Français à leur consommation énergétique, ce qui finalement risque de revenir à devoir contraindre l'État à d'autres dépenses sociales en compensation, telles que les chèques énergie destinés à lutter contre la précarité énergétique des ménages, qui aujourd'hui s'élèvent chaque année dans le budget de l'État à un peu plus de 800 millions d'euros et qui tend à augmenter. Pour la même raison de maîtrise et de meilleure efficacité des modèles énergétiques, les experts préfèrent une production électrique centralisée, qu'elle soit d'ailleurs d'origine nucléaire ou ENR. Les installations de petite taille diffuses, considèrent-ils, sont moins robustes et plus coûteuses in fine que les productions électriques de taille importante qui permettent des économies d'échelle. Alors, on peut en comprendre la logique, mais il a été également démontré que les centrales villageoises ou les communautés d'énergie partagée permettaient aux habitants de mieux appréhender les questions d'énergie et de consommer l'énergie différemment. De même que le jardinage contribue à une meilleure alimentation, on peut démontrer que l'autoconsommation à l'échelle d'un ménage ou d'un quartier permet d'engager les ménages vers des logiques de sobriété. Les passerelles entre efficacité énergétique des bâtiments, sobriété énergétique des usages et production énergétique décentralisée sont évidentes, mais elles ne peuvent émerger véritablement qu'en acceptant une sorte de décentralisation, une sorte de perte de maîtrise des politiques énergétiques au profit d'une appropriation par les citoyens. De la même manière, on connaît les liens étroits et complémentaires qui lient les filières énergétiques et les filières liées à la construction et à la maintenance des bâtiments. Aujourd'hui, notamment au travers de l'ingénieux dispositif des certificats d'économie d'énergie,
on observe, comme dans un laboratoire, comme sous une loupe, comme la contrainte de l'économie d'énergie qui pèse sur les producteurs d'énergie, à la fois pour des raisons environnementales et par choix politique, bien, cette pression qui est mise sur les producteurs d'énergie à réduire l'énergie concentre la transformation des process et on se retrouve avec une volonté de ces acteurs à intégrer progressivement les acteurs de la maîtrise de l'énergie ou de l'économie d'énergie à leur propre structure. Et certains de ces acteurs le font avec un remarquable succès. En intégrant de manière partenariale et équilibrée toute la chaîne de valeur, ils soutiennent l'ensemble de la chaîne, la font monter en compétences et en charge d'activité, et ça irrigue efficacement tous les territoires d'une économie dynamique, et ça se termine même avec des usagers qui sont sensibilisés à la maîtrise de l'énergie de manière massive. Mais dans d'autres cas, on observe au contraire une sorte d'extraction de la valeur par le haut de la chaîne, si vous voulez, une centralisation des commandes des prestations d'économie d'énergie qui amène tous les acteurs en aval de l'acteur énergétique ou de son représentant à être contraints sous l'effet du volume à baisser leurs marges jusqu'à se retrouver incapables de fournir une quelconque qualité d'équipement ou de travaux. Le conseil devient inexistant et on installe à peu près n'importe quoi sans aucune considération ni respect que ce soit, ni pour le bâtiment, ni pour l'habitant. Je pense bien sûr, et vous l'avez compris, aux mécanismes de travaux à 1 euro qui ont pu donner à la fois lieu à des superbes innovations et qui permettent un reste à charge nul pour les ménages. Donc, c'est un modèle assez vertueux sur le papier et dans la réalité, il peut l'être. Et il peut être aussi distordu énormément et devenir totalement contre-productif et au contraire un vrai scandale, on peut dire, démocratique. Suite à la croissance très rapide d'ailleurs de la demande de rénovation énergétique et à l'apparition de démarches abusives de ce type, la confiance des Français vis-à-vis des travaux s'est érodée. On en arrive à considérer qu'il est indispensable d'avoir un accompagnement systématique des travaux, un tiers de confiance entre les citoyens, les énergéticiens et les entreprises qui produisent ou installent des équipements concourant à la sobriété énergétique ou à la décarbonation des bâtiments. Moi, je crois qu'il faut refaire confiance aux acteurs des filières. Les citoyens ne sont pas uniquement ces utilisateurs finaux que l'ensemble de la chaîne savante essaierait de servir et de protéger. Ce sont aussi, bien sûr, les élèves qui sont devant nous, des grandes et petites écoles, les collaborateurs de nos entreprises, les artisans jusqu'aux plus modestes d'entre eux. Ce sont aussi les décideurs politiques. Quand j'entends que faire des travaux de rénovation énergétique aujourd'hui, c'est devenu plus stressant pour les gens que d'avoir un accident de voiture, j'avoue que des fois, les bras m'en tombent. Et que je me demande si on n'a pas nous-mêmes à un moment contribué à la défiance. J'aimerais vous partager une autre anecdote que je trouve éloquente. Nous avons, vous le savez, et c'est assez logique et raisonnable, décidé de mettre un terme à l'usage du fioul domestique pour le chauffage en France. Le gouvernement a donc annoncé l'interdiction du fioul dans les bâtiments neufs dès le 1er juillet 2021 et à partir du 1er janvier 2022, l'interdiction du remplacement des chaudières fioul existantes. Alors moi, je suis allée à une assemblée générale d'installateurs de chaudières fioul et j'ai pu rencontrer, vous vous en doutez, des gens très en colère. Alors ça, ce n'est pas une surprise, vous me direz. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas tellement en colère contre la décarbonation de leur secteur d'activité. Ça, ils y étaient non seulement résignés, mais déjà engagés. Ce qu'ils regrettaient, ce n'était pas non plus la décision ou la pression qu'on leur mettait, c'était la brutalité de celle-ci. En fait, ils s'étaient sentis stigmatisés comme des criminels. Et ils m'expliquaient et ils se justifiaient qu'auparavant, ils conseillaient les ménages sur les économies d'énergie et travaillaient à proposer des solutions plus vertueuses. Ils me disaient qu'une annonce comme celle-ci avait non seulement démobilisé une partie des installateurs de la dynamique de transition qu'ils avaient déjà entreprise, mais qu'en plus, ils constataient que certains ménages se ruaient sur des chaudières fioul obsolètes de peur que celles qu'ils utilisaient aujourd'hui, en fait, ne soient plus disponibles à l'avenir. Et donc, en fait, ils se pressaient de s'équiper de vieilles chaudières. Et c'était totalement contre-productif. Cette anecdote souligne qu'il ne faut pas mésestimer la part que joue l'humain, ses habitudes, ses émotions dans la transition écologique. Alors, tous les experts scientifiques et techniques du climat ne pourront rien sans l'adhésion de toute la chaîne des acteurs jusqu'aux citoyens eux-mêmes. On ne le sait que trop bien, il est extrêmement difficile d'appréhender l'ampleur du changement climatique global. Lors des réunions que j'ai pu faire lors du grand débat national, initié, comme je vous le disais tout à l'heure, par Emmanuel Macron suite aux manifestations des Gilets jaunes, j'ai souvent entendu l'argument «
La France émet moins de 1% des gaz à effet de serre mondiaux. Pourquoi devrions-nous faire tant d'efforts pour être exemplaires? Les études qui s'intéressent aux attitudes des populations montrent que les individus développent des stratégies de déni pour s'accommoder des réalités du changement climatique et maintenir leur style de vie. Et les images des gilets jaunes sur les ronds-points, symboles de voitures thermiques dont ils ne savent pas comment se passer, soulignent les difficultés rencontrées par les décideurs volontaristes pour mettre en œuvre des actions à la mesure des enjeux climatiques. Mais la Convention citoyenne pour le climat a fait la démonstration que de simples citoyens peuvent, lorsqu'on les implique dans les décisions, non seulement comprendre les sujets, non seulement les accepter, mais les pousser encore plus fort et encore plus loin. Honnêtement, si des parlementaires avaient fait les propositions qui sont sorties de la Convention citoyenne, on serait tous passés pour des dangereux radicaux. D'ailleurs, aux yeux d'autres citoyens qui n'ont pas participé aux travaux de la Convention citoyenne, eh bien, ces propositions sont encore jugées comme complètement irréalistes. Pour réussir dans nos objectifs de décarbonation des bâtiments et de l'immobilier, c'est donc une véritable alliance et consolidation de toute la chaîne de décision et de valeur qu'il faut viser. Et cette chaîne sur laquelle repose la décarbonation du secteur ne sera jamais aussi solide que le plus fragile de ses maillons. Que ce soit la mauvaise adhésion des citoyens, la faiblesse de compréhension des décideurs politiques, la fragilité de l'un des acteurs économiques, la mauvaise répartition de la gouvernance ou son manque de transparence, toutes ces raisons peuvent faire capoter notre grande aventure commune. Et le piège, c'est que chacun des maillons peut avoir un intérêt de court terme à se renforcer au détriment des autres et à tirer le maillon vers lui-même, quitte à ce que celui d'à côté rompe. Pour conclure, et donc j'en terminerai là, l'engagement des citoyens en faveur de la transition énergétique et écologique ne fait vraiment plus de doute. Les chiffres sont vraiment éloquents, je vais vous en donner quelques-uns. Une écrasante majorité de Français, 87%, se disent prêts à s'engager dans des actions individuelles pour contribuer à la transition écologique. Les bonnes résolutions concernent tous les secteurs, mais notamment celui de la consommation, 73%, suivi par celui de l'énergie domestique, 59%, puis les transports, 56%. Les Français préfèrent agir au niveau de leur logement plutôt que de leur déplacement. Un Français sur 3 se dit prêt à contribuer à la transition écologique en passant aux énergies renouvelables pour son chauffage, 35%, ou en lançant une rénovation énergétique de son logement, 33%. Et ça, même si ces projets sont cités par ailleurs comme étant parmi ceux qui nécessitent le plus fort engagement financier, devant le passage à un véhicule propre électrique ou hybride, 30%. 4 Français sur 5 considèrent que les énergies renouvelables devraient devenir la norme dans les logements, dont un tiers avec certitude, 34%. Par ailleurs, une très large majorité de Français, c'est une majorité à 88% qui est stable, préféreraient consommer en priorité leur propre électricité plutôt que de la vendre intégralement s'ils avaient des panneaux solaires. Le schéma de la rente solaire ne séduit plus que 8% d'entre eux en 2019. Avec l'autoconsommation photovoltaïque, le partage de l'énergie devient un vecteur de lien social et de solidarité. 23% des Français choisiraient de vendre ou d'échanger localement leur surplus d'électricité et 11% de l'offrir à une association ou à des personnes en situation de précarité énergétique. Afin de s'approprier la complexité des sujets, de prendre conscience de l'ampleur de la tâche, il est essentiel que les citoyens deviennent de véritables acteurs de la transition. Les communautés citoyennes énergétiques qui se développent de manière importante dans le reste de l'Europe sont pour nous un exemple que nous devrions suivre davantage. Il faut qu'on prenne conscience ensemble que subir une telle angoisse, une angoisse comme celle qui est mise devant nous par le GIEC autour du sujet du réchauffement climatique, ça ne peut pas se résoudre si on n'a pas les moyens pour y faire face par autre chose que par une révolte très grande, par une colère, ou par une pression vraiment plus importante sur ceux qui sont réputés avoir les moyens de faire. Et cette pression, elle va devenir de plus en plus insoutenable. Si on concentre sur quelques-uns le pouvoir de faire, on sera en très, très grande difficulté. Et donc, il faut que nous partagions cette responsabilité de la transition énergétique, non pas pour la diluer, mais pour faire émerger une logique de solidarité, de co-responsabilité, peut-être à contrario, permettre de renouer les termes d'un nouveau contrat social avec une nation apaisée.
Voilà, c'est en grande partie les points que je voulais vous mettre en avant. Je peux, comme vous me l'aviez demandé, résumer les 3 points clés qu'il faudrait retenir de ce propos. Ce serait premièrement de faire confiance aux citoyens pour comprendre les enjeux et être responsable face à eux, parce que les gens vous surprendront toujours. Moi, c'est ce que j'ai appris. Si vous demandez de l'aide, si vous demandez aux gens de s'impliquer, en fait, ils sont très, très rares à vous dire non. Et l'intelligence collective au service d'un objectif partagé est une force vraiment inarrêtable. C'est pourquoi il faut vraiment qu'on puisse non seulement faire confiance aux citoyens, mais leur donner confiance pour qu'ils agissent avec nous. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est très, très important que la stratégie de lutte contre le changement climatique soit absolument partagée, co-construite, transparente et lisible pour les acteurs sur le long terme, afin de permettre à tous de s'y engager au meilleur de leurs capacités. Et puis, je crois qu'il ne faut pas qu'on soit opaque sur les objectifs qu'on poursuit, parce que ça me fait penser, si vous voulez, aux rues commerçantes. Dans les centres-villes, quand vous aviez un commerçant qui mettait la clé sous la porte, vous aviez le commerçant d'à côté qui disait « Chouette, je vais avoir un déport de son chiffre d'affaires sur moi, ça va venir vers moi ». Et donc, il s'en réjouissait. Sauf qu'en fait, petit à petit, quand vous avez une chaîne de valeur qui se répartit sur certains acteurs, mais en fait, toute la chaîne meurt. Et les rues commerçantes, dans leur ensemble, elles s'effondraient au lieu de voir la richesse se répartir sur quelques-uns. Donc, c'est le deuxième point. Faisons en sorte que la chaîne de valeur des stratégies complètes qu'on mène de décarbonation de nos bâtiments et de notre immobilier soit bien répartie, qu'elle soit résiliente pour tous les acteurs et qu'elle ne tire pas de manière disproportionnée au profit de quelques-uns, parce que ce ne serait pas une stratégie très, très résiliente. Et le dernier point, c'est sur la question de ces différentes stratégies de décarbonation. Je crois qu'il faut en ce moment dire qu'il s'oppose de manière un peu tacite 2 stratégies différentes. La première, c'est celle qui était historiquement mise en place, celle d'une logique de sobriété d'apport, décarbonation après, qui s'imposait sur le secteur des bâtiments. Et aujourd'hui, on se pose la question si on n'est pas en train d'évoluer vers une logique de décarbonation d'abord et de sobriété après. Et si c'est le cas, c'est peut-être tout à fait pertinent, mais si c'est le cas, je crois que c'est extrêmement important que les gens soient informés, que les filières soient informées, que les représentants des citoyens soient informés pour qu'en fait cette stratégie, elle soit partagée, acceptée et qu'elle puisse du coup faire l'objet de discussions claires et transparentes pour qu'on puisse s'y engager ensemble. Sans quoi on aura des stratégies qui s'opposeront, qui feront l'objet de batailles de techniciens et d'experts qui passeront au-dessus de la tête des gens et qui feront qu'à la fin, on ne sera pas alignés ensemble dans le succès qu'on doit pourtant aborder ensemble si on veut le garantir. Voilà, j'en ai totalement terminé.